Salut à tous, bonjour et bienvenue dans ce rendez-vous sur la 3. C'est votre dominical d'information et d'analyse de l'actualité. Le grand format ce dimanche creuse pour vous du côté du mouvement populaire de libération MPL. Expérience TB pour nous située sur l'actualité du parti et la crise qu'il traverse ou qu'il a traversé récemment. On en saura davantage et ce sera sur notre plateau invité. Mais avant, on ouvre tout de suite avec le mini-journal. La CEDEAO se prépare en vue des élections générales prévues ce 10 octobre au Libéria, scrutin qu'elle suivra de près au travers des observateurs déployés par sa commission dans tout le pays. Et avant, le jour même, les experts électoraux ont eu une séance de briefing avec leur chef de mission. En voici le point. La 5e circonscription électorale, première étape du périple entamé en fin de semaine par le parti Bloc républicain. Abdoulaye Biachane et sa suite vont parcourir monts et vallées au contact des militants à la base. Mais à cette étape, le point des innovations issues du congrès du 9 septembre dernier et un mot d'ordre, galvaniser la troupe. Covey également, où l'équipe de football de Zogba a été sacrée championne d'un tournoi de football organisé par le maire de la commune. La finale a opposé l'équipe championne à celle de Zouli, moment particulier de brassage entre jeunes et moins jeunes. Plusieurs personnalités de la localité ont honoré ce rendez-vous. Voilà, elle commence par la 5e circonscription électorale, cette tournée du bloc républicain. Entamée vendredi, le président Abdoulaye Biachane et sa suite ont fait escale successivement à Ouida, à Tofo, à Kouamassé, à Tori, à Dansa et à Lada, et ils ont échangé avec les militants autour notamment des conclusions ici des issues du 9 septembre dernier. Le but, galvaniser la troupe. Des élections, pour faire votre campagne, il ne faut pas être surpris si vous n'avez pas les résultats que vous attendez. Mais si vous comptez sur les militants, ceux qui vivent du parti tous les jours, qui chantent le parti, qui se reconnaissent dans le parti, si nous faisons notre campagne sur eux, nous allons gagner cette élection-là. C'est pour ça que c'est capital que nous repartions à la base pour valider les structures qui ont été mises en place et faire en sorte qu'elles existent, qu'elles fonctionnent. Un grand parti comme le Bloc républicain ne peut pas fonctionner comme un club où il n'y a que des amis ou des gens qui sont contents d'être entre eux. Il y a dans le BR, aujourd'hui, il y a des gens qui, il y a 5, 6 ans, 7 ans, ne se parlaient même pas. Et moi, je peux vous témoigner que dans le Bloc républicain et même dans les organes dirigeants du parti, il y a des gens avec qui, il y a 7 ans, quand Yahi était président, on ne se parlait pas. Avec qui on ferraillait. Mais aujourd'hui, nous avons des intérêts communs parce que nous avons construit ensemble un grand parti. Et nos intérêts politiques se rejoignent. On n'a pas besoin de manger ensemble tous les dimanches. Mais quand il s'agit du bloc républicain, nous sommes ensemble. C'est cette culture-là qu'il nous faut développer pour savoir que dans un parti où il y a des centaines de milliers de gens, vous ne pouvez pas exiger que ce soit seulement vos amis qui soient là où les choses doivent se faire. Oswald Obeki n'est plus ministre des Sports. Après plus de 7 ans à la tête de ce département ministériel, il dépose le tablier ce 6 octobre. Pour l'heure, on ne connaît pas encore les motivations de ce départ de l'homme des premières heures de la candidature de Patrice Talon à la Marina. Le chef de l'État a d'ailleurs reçu sa démission et l'a acceptée. William Cliquant pour les précisions. Sur la page Facebook d'un responsable de la communication à la présidence de la République, ce message est posté en mi-journée ce vendredi. Oswald Obeki quitte le gouvernement. Le chef de l'État a reçu ce matin la démission du ministre des Sports, qu'il a accepté. Le ministre de l'Énergie, de l'Eau et des Mines assure son intérim. Message signé du secrétaire général adjoint du gouvernement, porte-parole du gouvernement. Un départ inattendu de l'opinion publique béninoise en raison des liens entre le chef de l'État et ce désormais ancien membre de son gouvernement.
7 ans, 5 mois et 27 jours dans son fauteuil ministériel, Osvaldo Meki est aux côtés de Patrice Talon depuis son tout premier mandat. Un des plus jeunes ministres du gouvernement 1 de la rupture en 2016, l'originaire du Koufo a bénéficié de la confiance du chef de l'État avec un portefeuille élargi à 2 départements stratégiques, le tourisme et la culture, lors d'un premier remaniement 18 mois seulement après. Un fidèle de la première heure à Patrice Talon depuis l'annonce de sa candidature. En avril 2015, il a créé le Front pour l'alternance en 2016, à un moment où un scénario Patrice Talon à la Marina n'était pas encore envisageable. Pas assez connu avant cet épisode, bien qu'ayant été président des jeunes ABT en 2011 aux côtés d'Abdoulaye Biotchane. Il a participé aux 2 législatives organisées pendant l'ère Talon sous la bannière du principal parti de la majorité présidentielle. Ce divorce ne se fait pas pressentir. Une démission, c'est une deuxième depuis la cession au pouvoir de Patrice Talon, après candidat Zanaï au premier quinquennat. Les départs de l'exécutif depuis lors étaient plutôt à l'initiative du président de la République. Un malaise entre les 2 hommes d'État ou une sortie stratégique en recul pour un plus grand saut, prédiction difficile à faire. La République du Libéria organise le mardi 10 octobre 2023 ses élections générales. Un scrutin qui sera suivi de près par la commission de la CEDEAO à travers ses observateurs déployés dans le pays. Depuis quelques jours, ils y sont pour suivre les différentes étapes du processus électoral et s'assurer de sa transparence. Avant le jour J, les experts électoraux ont eu une séance de briefing avec leur chef de mission sur la situation sociopolitique du pays. Le point de la séance avec Idriss Boukari et Elvis Tonoukoun. Conformément aux dispositions des articles 12 et 14 du protocole additionnel sur la démocratie et la bonne gouvernance relatif à l'assistance aux États membres organisant les élections, la commission de la CEDEAO déploie une mission d'observation électorale au Libéria. Le Libéria qui tient ses élections générales le mardi 10 octobre 2023. Au total, 80 observateurs à court terme viennent renforcer l'équipe de 15 observateurs à long terme sur le terrain depuis le 11 septembre 2023 sous la direction du chef de la division assistance électorale de la CEDEAO. Constitués des spécialistes des questions électorales, de la sécurité, du droit, du genre, des médias et autres, ces hommes et femmes venus des 15 États de l'organisation sous-régionale auront pour tâche de suivre les différentes phases du processus électoral. Une mission qui sera conduite par l'ancien président de la Commission électorale nationale indépendante du Nigeria. Most importantly, we have to know that as observers, we have to be impartial, we have to be non-partisan, and we have to be very professional in what we do. We must avoid interference in any way, and we must also, by our conduct, ensure that we do not create problems. What we want to do is to ensure that everything goes well, and we must all target our energies in that direction. I have no doubt that that is what all of us will do, and at the end of it, we all hope and pray that all goes well. So that final registration role is allocated. À cette séance de briefing, il est question d'exposer aux observateurs les enjeux politiques, sociaux et sécuritaires du Libéria à la veille des élections. Liberia is having its 4th election against the backdrop of the epidemic of coups in the region. The latest being a coup d'etat or the ongoing, coup d'etat in the Republic of Niger, following those in Mali, in Guinea, in Burkina Faso, and I know many of our heads of state in the region. The heads of state are sitting on tenterhooks. Who will be the next? Yeah, so these elections also is the other side of the picture, that democracy can work, and democracy is working in some parts of the country.
La centaine d'observateurs de court et long terme sera présente dans les 15 comités du Libéria. Un travail en toute impartialité pour contribuer à renforcer le processus démocratique en cours dans le pays reste la principale attente du président de la commission de la CEDEAO. On change de registre à présent. Démarré depuis le 29 août 2023, la cartographie censitaire du 5e recensement général de la population et de l'habitation se poursuit. À Parakou, l'une des 3 villes sélectionnées pour la phase pilote, l'opération se déroule sans grande difficulté. Les agents recenseurs sont nuit et jour sur le terrain afin de procéder à l'enrôlement des populations, nous dit Teddy Goudalo dans son reportage. Ces jeunes hommes sont des agents de la Direction générale de la statistique et de la démographie. Ils sont nuitamment venus dans ce ménage pour procéder au recensement des habitants. Donc c'est ça l'objectif de la cartographie censitaire. Ça nous permettra de découper tous les territoires en de petites zones. D'accord? Il y a des ménages qu'on n'arrive pas à retrouver dans la journée et nous sommes à chaque fois obligés de revenir dans la soirée pour voir si nous pouvons enrôler ces ménages-là. C'est la phase pilote du 5e recensement général de la population et de l'habitation qui prend en compte 3 communes du Bénin, à savoir Cotonou, Parakou et Kové. Cette opération de décompte de la population qui est en cours, c'est pour le développement de leur communauté, c'est pour le développement de leur milieu de vie. Parce que sans que les gouvernants ne sachent combien de personnes vivent à Parakou, et ne peut pas avoir des plans de développement dignes de ce nom-là pour la commune. Ici, dans la ville de Parakou, l'opération se déroule sans difficulté. Avec la contribution des populations, les agents recenseurs effectuent le travail avec détermination. C'est 6 ménages. 6 ménages. Avant d'être déployés sur le terrain pour la collecte des informations relatives aux ménages, ils ont suivi une formation spécifique et dotés de matériel adéquat pour la réussite de l'opération. Au fait, lorsque nous sommes rentrés dans le ménage, on s'est présenté au chef ménage et on a donné les avantages de l'opération. Et nous avons pris son nom, prénom, le numéro et le nombre de personnes qui vivent dans le ménage. Mais il y a souvent des gens qui sont réticents et on arrive à les convaincre et après ils acceptent et on passe. C'est quelque chose qu'on attendait. Puisque sans recensement, on ne peut pas savoir le nom de la population du quartier. Si quelque chose vient du gouvernement, c'est au vu du nombre de la population qu'on nous donne le quota. L'accompagnement que nous avons fait, c'est que au niveau de nos chefs religieux, imams, pasteurs et les chefs coutumiers, au niveau de nos assemblées où les gens se regroupent les soirs pour causer. En tout cas, même à divers niveaux, on a essayé de sensibiliser qu'une équipe va venir, voilà ce qu'ils veulent, essayer de les accueillir en leur donnant les choses qu'ils veulent. La finalité de la cartographie censitaire est de découper des villages et quartiers de ville en de petites portions appelées zones de dénombrement. L'opération s'étendra progressivement aux 114 autres communes du Bénin. Depuis 2019, le mois d'octobre est dédié aux produits locaux. C'est l'occasion choisie par l'entreprise Couleur Indigo du Bénin pour mettre en lumière les tissus indigo du Bénin et des pays membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. À cet effet, elle a organisé en collaboration avec le ministère des petites et moyennes entreprises et de la promotion de l'emploi, puis celui chargé de l'industrie et du commerce, une exposition des tissus indigo à Ouida, dans un espace dénommé Indigo Home, inauguré ce vendredi 6 octobre. Ingrid Day et Henri Ganti. C'est devant ce public curieux et passionné des produits locaux qu'est dévoilée l'enseigne de cet espace dénommé Indigo Home. Initiative de l'entreprise Couleur Indigo en partenariat avec le ministère de l'Industrie et du Commerce. Il est dédié à l'exposition Ouémois Indigo Trait d'Union. Son objectif est de mettre en valeur la transversalité du travail de l'indigo dans les pays membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine avec les spécificités propres à chaque pays. Ce que nous souhaitons là, comme consommer local par rapport à un pays donné, par rapport au Bénin, c'est consommer les produits du Bénin, mais c'est consommer aussi
les produits des 7 autres États membres de l'UEMOA. Et il en est ainsi pour les 7 autres pays, chacun doit faire de même. Parce que si ça allait être l'occasion pour chacun de s'enfermer uniquement dans sa production locale, ça ne serait pas une opération favorable à l'intégration. C'est ce qu'elle a compris en essayant de comparer l'indigo dans les autres États membres et de les réunir ou de les approcher. Et je pense que chaque pays peut tirer quelque chose de l'expérience de l'autre. Ici sont étalés de différents motifs et articles aux couleurs de l'indigo dans un décor empreint de modernité et de culture. Grâce à cette exposition, Indigo Home offre un voyage passionnant aux populations béninoises et d'ailleurs à travers tous les pays membres de l'UEMOA. L'initiative entre dans le cadre de la célébration du mois de consommer local qui est à sa 4e édition. Cette idée a germé parce que pendant plus de 16 années où j'ai voyagé dans l'univers du bleu, j'ai compris que malgré nos différences, nous avions des points communs et que ce savoir-faire, nous l'avions en partage, même si le produit fini n'avait pas la même physionomie. Mais il ne nous est jamais arrivé entre producteurs de nous asseoir et de mettre ensemble nos produits et voir ce que chacun a de plus, chacun a de spécifique. Et dans Indigo Home, on va surtout montrer le textile, mais en lien avec l'habitat. C'est un savoir-faire qui est partagé au sein de notre communauté. C'est un travail qui est fait par des femmes, mais certainement de différentes manières en fonction des contextes. Démarrée ce vendredi 6 octobre 2023 à Ouida, cette exposition de tissus indigo des pays de l'UEMOA est ouverte au public pendant 2 semaines. Voilà, et maintenant Zogba et Gounli pour boucler cette édition, c'est dans la commune de Kové. Le match qui a consacré la finale du tournoi communal de football organisé par le maire de Kové, Auguste Aïonhen. Au terme de 2 mi-temps, les joueurs de Zogba ont réussi à arracher la victoire à leur challenger. L'événement qui a réuni du monde s'est achevé sur une note de satisfaction. Plus de précisions avec Imet Hélène Amoussou et Georges Vaudou. Édition 2023 du tournoi communal de football organisé par le maire de Kové. L'événement démarré depuis les vacances a enfin connu son épilogue. La finale jouée sur le stade omnisport de la ville a opposé les joueurs de Zogba en jaune à ceux de Gounli en noir. L'épanouissement et le divertissement, tous ces compartiments font partie du développement. C'est pourquoi pendant les vacances, nous avons estimé qu'il faut faire cette animation au niveau de la commune. Et vous-même, vous avez vu que le sport, le divertissement sont des facteurs d'unité. Vous avez vu tout le monde ici. Vous avez vu, même mes plus chauds opposants sont venus au stade parce que c'est le foot. C'est ce que nous voulons. Retenus à l'issue des phases éliminatoires et celles des quarts et demi-finales, les 2 équipes se sont affrontées devant des supporters massivement mobilisés. Attirés par le trophée en jeu, jaune et noir ont rivalisé d'ardeur et de talent au terme des 45 premières minutes de jeu. Les jeunes joueurs ont rejoint les vestiaires sur un score de 0 but partout. À la reprise, l'équipe de Zogba, bien que dominée, a su positionner son attaquant, ce qui va lui permettre d'inscrire le seul but de la rencontre, remportant ainsi la victoire. C'est un match qui a été très difficile parce que l'équipe, on l'a déjà rencontré dans les matchs de poule, on les a gagnés. Bon, on croyait que le match serait comme le match d'ouverture, mais ça n'a pas été le cas. Ils ont joué plus que nous, mais la chance a été de notre côté. On a eu une occasion. C'était bien, c'était formidable. Et de voir qu'il y a beaucoup de talent dans la région d'Agoni. C'est très bon d'avoir un maire progressiste à la tête des communes. Ce n'est que la preuve de ce que vous venez de voir. Et nous allons continuer dans cette dynamique. Nous n'allons pas nous arrêter en si bon chemin. Ce qui est sûr, le développement est à cœur pour nous tous. Et je peux vous assurer que cette initiative, qui est une première, ne sera pas la dernière. On va encourager, on va soutenir de manière à ce qu'elle se pérennise. Pour que cette infrastructure érigée par le gouvernement puisse vraiment permettre de faire éclore les talents. Tout est bien qui finit bien.
Le tournoi qui porte les marques du maire Auguste Aïhounré a pris fin dans une bonne ambiance. Il a été l'occasion de révéler les talents footballistiques de la jeunesse de Corvey. Les 2 finalistes sont repartis chacune avec une enveloppe financière. À cette récompense s'est ajoutée la coupe pour l'équipe gagnante de la saison. Voilà, ce sera tout pour ce mini-journal. Merci de l'avoir suivi. Et dans la suite, place à l'invité. Expérience TB nous a rejoint ici pour donner des nouvelles de son parti. Lui, par contre, n'est pas progressiste. Il est le président du Mouvement populaire de libération, en l'occurrence. Entré en sommeil depuis la crise qui l'a quelque peu secoué ces derniers temps. On l'installe et on revient. Fini avec les soucis de vol et intrusion intempestifs. Benin Tracking Security vous offre son système anti-intrusion, extrêmement efficace contre toute intrusion malveillante, muni de détecteurs d'ouverture et de mouvement. Avec notre anti-intrusion, vous êtes relié à notre salle de contrôle unique au Bénin, qui reçoit automatiquement l'alerte et diligente la riposte grâce à notre unité d'intervention rapide et aux forces de sécurité publique. Adoptez notre système de tracking et de géolocalisation qui vous permet de localiser votre véhicule en temps réel au Bénin, comme dans toute la sous-région ouest africaine. Benin Tracking Security, c'est aussi la vidéosurveillance avec des caméras d'une qualité irréprochable, le contrôle d'accès d'ouverture et de présence très efficace, mais également un système anti-incendie avec des détecteurs de fumée ultra performants. Benin Tracking Security, nous réinventons la sécurité. Benin Tracking Security, le pionnier de la sécurité moderne au Bénin. Voilà, la suite en plateau, c'est l'invité de grand format de ce jour. Expérience TB est avec nous ici. Expérience TB, bonjour. Bonjour Monsieur Nagui. Bienvenue sur le grand format. Je rappelle que vous êtes le président du Mouvement populaire de libération. Vous l'étiez en tout cas jusqu'à la crise qui a secoué le parti ces derniers temps. Alors, peut-on considérer que vous l'êtes toujours? Bien évidemment, et c'est qualité que nous sommes sur ce plateau, sur votre plateau aujourd'hui. D'abord, je salue tous les téléspectateurs de Canal 3 et le peuple béninois en général ce dimanche. C'est en qualité du président du parti Mouvement populaire de libération que nous avons répondu à votre invitation, et les textes du parti continuent de nous maintenir président du parti. C'est pour ça que nous sommes là. D'accord. On sait néanmoins que votre parti traverse une crise. Elle est née courant janvier 2023 avec à l'origine une réunion qui devrait statuer sur votre destitution et qui s'est terminée un peu en queue de poisson. Que s'est-il passé concrètement? Non, je pense que aujourd'hui cette crise est derrière nous et il n'est pas utile de le remettre sur plateau, tourner le couteau dans ces événements un peu regrettables que nous avons connus. Il y a eu des mouvements d'humeur de quelques militants et en dessous avec des velléités de certains leaders de chercher le fauteuil à s'accaparer d'un fauteuil, mais très vite tout ça est entré dans l'ordre et aujourd'hui nous travaillons, nous regardons l'avenir et à enraciner davantage le parti et relever les défis que le peuple béninois et qui se pose au peuple béninois et que nous nous sommes assignés à relever avec lui. D'accord, vous dites que la crise est derrière vous et pourtant le parti est quand même rentré comme en hibernation, destitution ou pas destitution. Qu'est-ce que vous avez pu arranger? Que s'est-il passé par la suite? Non, j'allais revenir là-dessus. Le parti n'est pas du tout entré en hibernation.
Et les activités ordinaires du parti continuent de se mener. Et d'ailleurs, peut-être, contrairement aux autres partis qui font beaucoup de tournées en ce moment, vous ne nous avez pas encore vus sur le terrain, mais il y a plusieurs activités qui sont programmées au niveau du chronogramme des activités du parti qui vont nous mettre au devant de la scène dès la semaine prochaine. Il y a des ateliers et des séminaires de formation qui sont programmés pour se dérouler à compter de la semaine prochaine au sein du parti. Le parti n'est pas du tout en veille. Depuis, vous savez que nous nous sommes efforcés de participer activement aux dernières législatives et nous en sommes sortis avec les résultats que vous connaissez, et il faut travailler à conforter ces résultats que nous avons obtenus, à enraciner le parti et à continuer à raffermir son ancrage au plan national, travailler à ce que les prochaines échéances soient abordées avec succès au niveau du parti. C'est ce que nous essayons de faire. Justement, en parlant des prochaines échéances, quelles sont vos perspectives? Quel est l'agenda du parti à moyen et à long terme? Oui, l'agenda du parti, comme j'essaye de l'annoncer, c'est les élections générales de 2026. Et pour ça, nous avons tiré toutes les leçons de notre participation aux dernières législatives et nous sommes en train de travailler à participer avec succès à ces élections, et tous les contours, toutes les questions qu'il faut aborder, régler avant ces élections, nous sommes en train de les parcourir en ce moment, et très bientôt vous verrez les dispositions qui sont prises au niveau du parti pour que ces élections générales soient abordées avec succès pour le MPL. Est-ce qu'il faut s'attendre à ce que le mouvement populaire de libération présente un parti, par exemple, pour les élections présidentielles de 2026? Vous voulez dire présente une liste, un candidat pour les élections présidentielles de 2026. Au sein d'un parti, aucune possibilité n'est exclue. Et en ce moment, nous discutons même avec les autres formations politiques qui partagent les mêmes idéaux que nous, afin de voir quelles sont toutes les possibilités de mettre de notre côté les chances de pouvoir participer avec succès à ces échéances. Donc aucune possibilité ne sera occultée. Quels sont ces partis-là qui partagent les mêmes idéaux avec vous, d'autant que votre positionnement a toujours posé problème? Il y a eu un débat, il y a tout le temps un débat autour. Êtes-vous de l'opposition ou de la mouvance? Nous avons affirmé, oublié que nous sommes de l'opposition, et nous avons toujours pris des positions en tant que telles, mais je ne vois pas pourquoi, quelle raison peut amener des gens à penser que ce n'est pas le cas. Mais toujours est-il que vous avez demandé quels sont ces partis avec lesquels nous discutons. Évidemment, c'est les partis qui affirment être de l'opposition. Et les jours à venir, peut-être vous nous verrez prendre des positions communes avec certains de ces partis sur des questions d'intérêt national qui préoccupent nos populations. Alors, une dernière question très rapidement sur le parti avant de changer de sujet. Il y a comme une épée de Damoclès qui pèse sur certains partis. Il semble que des irrégularités aient été notées à l'occasion d'une tournée organisée par la Commission électorale nationale autonome, Sénat. Où se situe le MPL par rapport à tout ça? Oui, notre parti, le MPL, a reçu la visite d'une délégation mixte de la Sénat et du ministère de l'Intérieur à son siège national et aux sièges départementaux. Et nous avons fourni les éléments et répondu aux préoccupations de cette mission. Et jeudi dernier, nous étions également à la Sénat lors des portes ouvertes organisées par cette institution. Et le président de la Sénat a affirmé devant vos caméras et certains de vos collègues que cette mission n'a à ce jour produit encore aucun rapport. Et que les jours, les semaines à venir, le rapport de cette mission dès qu'elle sera prête, elle sera communiquée à tout le monde. Alors je ne comprends pas d'où viennent ces informations suivant lesquelles certains partis seraient en règle et d'autres non. En tout cas, le mouvement populaire de libération n'est pas encore concerné par cela. Attendons. Alors, que peut-il arriver si éventuellement au terme du rapport, il y a des partis qui ne soient pas en règle? Que risquent ces partis-là? Non, je pense que fondamentalement, suivant la charte des partis,
les partis qui ont bénéficié du financement public ont des obligations suivant la loi. Alors, la même loi a prévu que si ces obligations ne sont pas respectées, ils encourent le risque de voir ce financement être suspendu. Je crois que fondamentalement, c'est à ce niveau que des sanctions devront intervenir. Et il y a également aussi le retrait du récépissé pour d'autres fautes plus graves. Je crois que c'est à ça que nous devons attendre sommairement. Mais attendons le rapport. Tout ce qui circule n'est que des inventions de certains de vos collègues qui sont pressés. Dans l'actualité, il est désormais ex-ministre. Ça nous est tombé déçu comme ça. Enfin, je ne sais pas si c'est le cas pour vous. Oswald Omeki ne fait plus partie de l'équipe de Patrice Talon. Il a rendu sa démission en fin de semaine dernière. Quelle lecture faites-vous de cette actualité? Oui, nous avons appris, comme tout le peuple béninois d'ailleurs, la semaine dernière, que l'ancien ministre, désormais ancien ministre des Sports, Oswald Omeki, ne fait plus partie du gouvernement, qu'il a rendu sa démission et qu'il justifierait par sa volonté d'affirmer désormais ses convictions et de rester plus proche du peuple. Je pense qu'il n'y a rien de surprenant pour un acteur politique et qui plus est un jeune de décider de prendre son destin à un moment donné et d'affirmer ses convictions et de rester proche du peuple. Je crois que si ces déclarations venaient de lui, ça veut dire que ses aspirations sont proches de ce que nous partageons au Mouvement populaire de libération et que nous espérons qu'il nous rejoigne pour continuer ce combat auprès du peuple. Vous voulez dire qu'il rejoigne l'opposition? C'est du moins c'est ce que laissent croire ces phrases qui lui sont attribuées. Je dis bien qu'ils lui sont attribuées. Si c'est le cas, ça veut dire qu'il a toute sa place à nos côtés et nous l'attendons. D'accord. Il semble que cette démission soit quand même en lien avec une récente sortie du ministre au sujet d'une candidature éventuelle en 2026. Selon vous, le ministre aurait-il dû se taire? Oh non, je pense que comme à l'approche de fin des régimes, nous le connaissons toujours dans notre pays, et chaque acteur politique se repositionne. Il s'ensuit que l'ancien ministre Omeki de bon droit a peu à peu affirmé ses convictions par rapport aux intentions de candidature par-ci et là. Et là-dessus, je pense que nous n'ayons pas une vérité absolue par rapport à cette question. Il faut être prudent à se prononcer sur ce qu'il aurait dit ou l'aurait fait. Sauf qu'il appartenait à un gouvernement et de surcroît à un parti politique qui n'a pas donné une ligne par rapport à sa sortie. Jusqu'à ce jour, nous n'avons pas entendu le ministre Omeki se prononcer publiquement. Aucun média n'a relayé avec certitude des propos selon lesquels il aurait affirmé son soutien à un candidat non déclaré. Alors à partir de ce moment, soyons prudents, ne nous lançons pas dans des conjectures sur la question de peur de tomber encore au travers de la loi. Je pense que le ministre Omeki étant quand même un acteur politique avéré, cette jeune ne pourrait pas prendre des risques de se prononcer sur des questions aussi sensibles appartenant au bureau politique d'un parti. Je ne pense pas. Et il n'aura pas été le seul de toute façon. C'est à la mode avec tous ces regroupements qui fusent de partout et qui embouchent la trompette de la suscitation. Vous l'observez, vous aussi, ce valse d'appel à briguer la magistrature suprême. Oui, comme je le disais tantôt, c'est une chose à laquelle nous sommes habitués désormais dans notre pays. En fin de règne, et nous avons des suscitations de candidatures de part et d'autre. C'est devenu carrément une filière, une activité pour des jeunes. Dans un pays où le chômage bat son plein, où la politique semble être une filière où des jeunes doivent aller se réfugier pour passer le clair de leur temps en quête
de supposés emplois. Je pense que c'est des choses auxquelles nous sommes habitués et que ne nous étonne pas au MPL. Sauf que il faut attendre que les uns et les autres se prononcent pour donner du sens à tout cela. C'est le fait qu'une bonne partie de la jeunesse soit désœuvrée, n'ayant pas de quoi s'occuper sérieusement, qui aussi alimente ce phénomène que nous voyons dans nos pays, dans notre pays, et souvent lorsqu'un régime vient au terme de son mandat. C'est une chose auquel nous sommes habitués. D'accord. Le MPL a-t-il, sans vouloir trahir la soirée, le MPL a-t-il déjà une idée de qui pourrait être son candidat, par exemple, éventuellement, pour les élections présidentielles de 2026? Non, la question n'est pas du tout encore débattue au niveau des instances du parti. Je crois que les semaines à venir vont nous éclairer et l'actualité politique va, quand le sujet en tout cas sera appelé à l'ordre du jour au sein du parti, le bureau, le parti et ses instances décideront. D'accord. Un mot de l'hémicycle pour finir. Le budget de l'Assemblée nationale a été voté en procédure d'urgence. Ça a fait couler beaucoup d'encre de salive. Cela n'a pas été du goût d'ailleurs des représentants de l'opposition parlementaire. Pourquoi une procédure d'urgence selon vous? Oui, tout porte à croire que la procédure d'étude et de vote du budget au niveau de cette institution n'a pas été respectée. Pourquoi? Moi-même, je ne saurais le dire, mais une procédure d'urgence, je pense que c'est le président de l'Assemblée nationale qui devra nous expliquer qu'est-ce qui a amené à ne pas respecter la procédure et précipiter le vote du budget de cette institution. Alors, si c'est le cas, je pense que pour le respect que nous avons pour notre démocratie, qui n'est plus jeune, que nous sommes en train de construire, nos institutions devront s'efforcer à respecter les tests que nous sommes dotés librement. Le règlement intérieur de l'Assemblée nationale prévoit la procédure pour étudier et adopter le budget de l'institution. Pourquoi ne pas prendre les dispositions à temps, à bonne date et le respecter? Permettre surtout aux députés de l'opposition d'étudier le budget auquel on les appelle à voter et on demande une procédure d'urgence. Je pense que les responsables, le président de l'Assemblée nationale et les députés nous doivent plus d'explications pour nous soutenir sur les raisons de cette manœuvre que nous avons observé la semaine écoulée. D'accord. Expérience TB, merci encore une fois d'avoir honoré cette invitation. Je rappelle que vous êtes le président du Mouvement populaire de libération. Je vous laisse conclure cet entretien. Je vous remercie pour l'invitation à moi adressée et appelle tout le peuple béninois qui aujourd'hui est assailli par différents problèmes. Je veux citer par cette période de pluie l'inondation qui a empêché même la reprise des cours dans certaines écoles, la cherté de la vie qui continue de battre son plein. J'invite tout le peuple béninois à continuer à se mobiliser pour que les élections générales de 2026 soient pour nous l'occasion de faire observer une alternance qui apporte un mieux-être à nos populations et à notre cher pays. Voilà. Et mesdames, messieurs, ce sera tout pour ce premier entretien. Dans la suite, un deuxième plateau avec un invité culture. On parlera du carnaval international de Ouida. L'événement se prépare activement et je reçois pour vous le délégué général du carnaval, Wilfried Rondier, et par ailleurs le directeur du Centre international d'art et de musique de Ouida. On va l'installer avec ceci. Vous nous avez fait confiance, nous aussi. Vous nous avez adoptés, nous aussi. Merci d'avoir choisi Air Froid. Ainsi, nous avons amélioré pour vous la qualité de nos climatiseurs. Nous avons développé une marque 100% écologique conçue spécialement pour notre climat tropical avec une basse consommation d'énergie électrique. Vous êtes en zone de baisse de tension? Adoptez le climatiseur Air Froid Inverteur, spécialement conçu et amélioré pour supporter de fortes baisses de tension. Visitez notre showroom à Cotonou, à 100 mètres de l'église Saint-Jean. Air Froid, des climatiseurs à basse consommation d'énergie électrique. Contacte 61 17 63 77. Site web airfroidbenin.com. École de Cotonou et
Abomey Calavi. Prêt à relever le défi santé? Ne cherchez plus. Frucop est de retour pour une 3e édition encore plus délicieuse pour vos enfants. Avec seulement 16 000 francs CFA, votre enfant bénéficiera de notre service premium. Recevons chaque semaine une délicieuse salade de fruits faite avec amour pour éveiller le papy et les faire grandir en pleine santé. Et ce n'est pas tout. Pour la première fois, chaque enfant inscrit au Frucop aura le privilège de bénéficier d'une assurance santé en partenariat avec la mutuelle de santé de Cotonou. Inscrivez-vous dès maintenant au 60 43 43 43. Je suis venu acheter pain là. Aïe. Mais, frère, viens. C'est boulangerie ou bien c'est salle de sport maintenant? Oui, mais c'est ce que tu vois, hein. Ah, attends, vraiment, hein? Comme d'habitude? Oui. Regarde ce pain, ça te va? C'est bon en balle. Mais tu fais quoi? Le baseball et d'autres passions pour tomber fond du sport à découvrir sur Betclic. Vis le sport plus fort avec Betclic. Attends, tu sais pain ou bien tu veux jouer? Le grand format se poursuit et en plateau avec nous, Wilfried Hundier. Bonjour. Oui, bonjour. Bienvenue sur le grand format. Merci beaucoup. Je l'annonçais tantôt, vous êtes directeur du Centre international d'art et de musique de Ouidah et en même temps délégué général du Carnaval international de Ouidah qui se prépare activement en ce moment. Oui. Parlez-nous justement de ce carnaval. Que faut-il en retenir? Merci beaucoup. Merci à tous les téléspectateurs. La ville de Ouidah se prépare activement pour organiser la première édition du Carnaval international de Ouidah dans le mois de décembre, du 28 au 31 décembre. Et le Carnaval international de Ouidah sera une reprise du projet Premier Festival mondial des arts et de la culture vaudou Ouidah 92. Ça fait 30 ans que ce projet a été organisé dans la ville de Ouidah. 30 ans après, la ville n'a plus un projet d'envergure de mobilisation nationale et internationale autour des arts, autour de la culture, autour du vaudou, autour de tout le patrimoine chanté et dansé. Vous savez, pendant 17 ans, j'ai été à la tête du festival Kalita, une promotion pour le patrimoine Agouda, mais vous savez que Ouidah n'est pas uniquement composé d'Agouda. Il a les Ouidah, il a les Fonds, il a les Nagou Yoruba, et il a toute une communauté qui se retrouve à Ouidah. Aujourd'hui, nous nous organisons à lancer un grand événement de rue, une manifestation populaire en lien avec les orientations du gouvernement, qui veut faire de Ouidah une première destination touristique en Afrique de l'Ouest. Donc les infrastructures sont en cours. Il revient à la société civile, il revient à la jeunesse de Ouidah, il revient aux têtes couronnées de Ouidah de créer un projet emblématique rassembleur de plusieurs expressions artistiques et culturelles. Et c'est ce que nous avons créé. Ça fait 2 ans que le comité d'organisation travaille. Et aujourd'hui, au niveau local, au niveau national et au niveau international, il a eu de fortes mobilisations. Déjà plus de 1000 et quelque chose de personnes ont acheté le billet d'avion pour la destination décembre 2023. Donc Ouidah se prépare dans tous ses compartiments, des têtes couronnées, les associations de femmes, les groupements de jeunes, tout le monde s'active avec la presse nationale et internationale. Je pense que la jeunesse que nous constituons aujourd'hui, avec tout ce qu'on a comme technologie, on peut bien faire un grand événement à Ouidah qui va dépasser l'ampleur de Ouidah 92, ce que nos aînés ont organisé il y a 30 ans. Alors, que va-t-il se passer concrètement à ce carnaval? Quel est l'agenda? Oui, le carnaval, le cœur de l'activité sera le carnaval populaire du samedi 30 décembre. Nous ambitionnons mettre 4000 acteurs de scène dans la rue et les 4000 acteurs sont connus déjà et il y a des répétitions qui s'organisent au plan national et international. Nous recevons les appels et les vidéos, nous voyons comment chacun se prépare. Donc il y a le carnaval populaire qui va être une déambulation nulle autre pareil parce que nous avons travaillé avec les acteurs de manière à ce que le carnaval de Ouidah ne ressemble à aucun autre carnaval au monde. C'est pourquoi pendant 2 ans on a investi pour que les acteurs culturels, les artistes, les artisans puissent produire des choses qui ressemblent à notre identité culturelle, qui soit le reflet de notre culture. Donc il aura le carnaval, il aura les spectacles de scène. Donc nous avons beaucoup de délégations qui arrivent de la Guadeloupe, de la Martinique, du Cuba, du Venezuela, d'Haïti, un peu partout pour venir renforcer tout ce qui va être événementiel. Nous avons le marché des arts, plus d'une 60aine d'artisans du Bénin et de la diaspora viendront exposer au CCRI de Ouidah. Nous avons aussi le graffiti, on a 220 mètres de mur à graffer et nous avons les spectacles
spectacles thématiques sur les masques, nous avons des spectacles vaudou portés par la communauté vaudou, dont le responsable est ça, le pontife d'Agbokunotomadira Koukmon du palais central de Sobadi. Donc il a des activités qui relèvent du cultuel confiées aux dignitaires du culte pour que les activités, tout ce qui va être organisé en matière de vaudou soit organisé par les dignitaires sous le regard bienveillant du pontife de la religion vaudou, parce que parlant du vaudou, ce n'est pas les profanes qui viendront le dire comme nous, mais ce sont les dignitaires qui vont s'en occuper. Donc l'expression vaudou va être exprimée à son lieu de prédilection et nous, les acteurs culturels, nous les artistes, nous serons dans la rue pour donner l'événementiel populaire unique dans la sous-région. Nous y avons travaillé et nous continuons de faire le travail de mobilisation. Et tous les jours que Dieu fait, il a toujours des invitations, les gens demandent qu'on les invite, on les invite, nous sommes en train de mobiliser du monde. Donc il aura le carnaval, il aura le marché des arts, il aura des activités vaudou, il aura beaucoup d'activités, beaucoup de spectacles sur les lieux que nous avons retenus et la jeunesse se mobilise, les femmes se mobilisent. Nous avons fait sortir un tissu qui a été vendu très rapidement, sinon je devais venir sur ce plateau avec le tissu du carnaval international de Ouidah, mais en 2 semaines, plus de 5000 personnes ont travaillé sur les réseaux sociaux à mobiliser de l'argent et le tissu. Donc Ouidah se prépare pour son activité. Ça fait 30 ans que nous avons eu Ouidah 92. Aujourd'hui, 30 ans après, la jeunesse porte un projet qui s'appelle le Carnaval international de Ouidah et la ville l'a accompagné. Et nous pensons qu'il est important de venir ici mobiliser les Ouidaniers de l'intérieur et de l'extérieur, les personnalités de Ouidah, les dignitaires de Ouidah, qui soient à Ouidah, au Bénin et un peu partout, de savoir que leur terre, la ville de Ouidah, qui a donné beaucoup à Ouidah, aux Ouidaniers et aux Ouidaniers de l'intérieur, qu'il aura de la mobilisation. Et chaque fois que la maison appelle, on répond toujours présent. Nous serons tous présents. Alors tout ça, ça nécessite beaucoup de moyens. Vous avez dit, rien que les préparatifs, vous ont pris plus de 2 ans. J'ai envie de demander d'où tirez-vous les moyens pour tout ça? Chaque génération doit, dans une relative opacité, découvrir sa mission, la remplir ou la trahir. Si nous voudrons quelque chose, nous devons travailler, avoir les moyens de le faire. Et c'est ce que nous avons fait. La ville de Ouidah s'est organisée avec les cadres de Ouidah, avec les jeunes de Ouidah, avec les associations de développement pour mobiliser les ressources nécessaires. Il a presque 50 millions investis à préparer cet événement, à rester présent dans l'opinion nationale et internationale, sur les réseaux, aussi bien que dans la presse internationale. Tout ça, c'est de l'argent. Nous les avons mobilisés avec notre leadership et tous ceux qui nous accompagnent, qui nous croient et qui soutiennent que Ouidah mérite un deuxième Ouidah 92. Ils nous ont tous soutenus et je les remercie. Et je remercie aussi ceux qui ont travaillé pour le colloque scientifique international. Il y a un colloque qui s'ouvre 2 jours avant le carnaval. Et il s'agit du colloque scientifique international porté par l'Université nationale sur le leadership éclairé du professeur Dodi Amouzouvi avec Micheline Adjovi et tout le collège scientifique. Il y a 20 pays qui participent à cette activité intellectuelle qui porte sur le thème vaudou, pont entre les nations. Et ce qui est surprenant, il y a des pays purement musulmans qui ont envoyé des communications, des universités qui vont venir parler de leurs travaux de recherche sur le vaudou, alors qu'ils viennent d'un pays musulman. C'est pour vous dire que le carnaval international de Ouidah, au-delà du clivage culturel et cultuel, est en train de s'imposer comme une activité importante, une destination première. Et nous pensons que tout le monde sera au rendez-vous. Et Ouidah se prépare et les cadres de Ouidah aussi s'activent dans l'ombre. Et nous allons honorer notre ville, notre terre qui nous a beaucoup donné. D'accord, vous l'avez dit très rapidement, on est passé du festival international, du festival Kaleta au carnaval international de Ouidah. Pourquoi une telle évolution? Exactement. Vous savez, on a défendu le patrimoine à Gouda, ramené à Ouidah par les descendants à Gouda pendant 17 ans. 17 ans après, il faut penser à autre chose. Il faut penser à un autre événement qui rassemble les autres expressions culturelles des communautés qui composent Ouidah. Et quand on parle de Ouidah, on parle de tout le Bénin. Parce que cette ville, de point de vue historique, a rassemblé des gens. Cette ville, de point de vue colonisation, a rassemblé des gens. Cette ville, de point de vue administration, a encore rassemblé des communautés. Toutes ces communautés sont aujourd'hui à Ouidah. Il faut les donner une place d'expression. Il faut les valoriser dans des grands événements pour montrer que nous sommes une ville carrefour, nous sommes une ville de rencontre, nous sommes la ville de la culture des peuples. Et c'est ce que Ouidah veut faire. Pendant 17 ans, nous avons été sur le patrimoine à Gouda. Aujourd'hui, nous nous ouvrons aux autres patrimoines chantés, dansés de toutes les communautés de Ouidah, qui sont les communautés béninoises et de sa diaspora. Donc, au-delà de cette ouverture, il y a aussi le fait que le gouvernement du président Patrice Talon a lancé la dynamique de « Je ferai de Ouidah la première destination touristique en Afrique de l'Ouest ». C'est un appel à la jeunesse.
Et aujourd'hui, dans la ville de Ouidah, il y a beaucoup d'infrastructures qui sont en cours. Si l'exécutif pose les balises du développement touristique de Ouidah, il revient à la jeunesse, il revient aux cadres et personnalités de Ouidah, il revient aux têtes couronnées de Ouidah de travailler de manière à ce que, aux côtés de cette volonté politique manifeste, qu'il ait de l'événementiel pour accompagner. Parce que le touriste ne viendra pas simplement pour dormir dans des grands hôtels. Il veut aller vers les communautés, il veut manger avec les communautés, il veut s'habiller comme eux, il veut voir leurs forces de croyance, leurs pratiques religieuses et tout ça, c'est pas le gouvernement de venir l'organiser. Il revient aux communautés de saisir la balle, de saisir la volonté politique de l'État et de savoir qu'ils ont quelque chose à apporter pour que ça fasse un grand ensemble. Parce que bien se loger, rouler bien sur des bonnes voies, c'est une chose. L'État est en train de se déployer sur ce chantier. Il revient à la société civile, à la jeunesse de cette ville, d'accompagner le gouvernement du président sur l'axe développement touristique. Et c'est ce que nous voulons faire à travers le Carnaval international de Ouidah, qui est en train de connaître un bon succès en termes de préparation et en termes de mobilisation au niveau international et niveau national et local. C'est la première fois que je vois un événement à Ouidah pour mes 40 ans. Qu'à 7 mois de l'événement, 5000 personnes ont acheté le tissu. À 7 mois de l'événement, c'est-à-dire qu'il a une adhésion communautaire et populaire. Les Ouidaniers veulent de ce projet et il se prépare très activement avec son maire, très engagé, qui nous accompagne et tous les autres cadres de Ouidah, toutes tendances confondues. D'accord. Y aura-t-il un après le carnaval? Comment envisagez-vous l'avenir de ce carnaval après? Oui, justement, vous savez, les grands événements au monde qui ont de notoriété n'ont pas eu cette notoriété à la première édition. Il faut installer le produit touristique culturel dans l'imaginaire populaire. Et pour ça, si nous faisons une première édition et nous nous arrêtons, les gens ne vont pas nous prendre au sérieux. Ça devient un rendez-vous, les gens veulent venir. S'ils ont acheté les billets d'avion 6 mois, 7 mois avant, ils savent que nous portons un projet et nous avons une expérience que nous avons mise sur la table et ils nous ont cru. Donc il faut que ça s'inscrive dans la dynamique de la répétition, bien organisée, bien le structurer au fil des éditions pour donner du poids. Si aujourd'hui nous parlons du carnaval de Bahia, du carnaval de Rio, etc., ce n'est pas dès la première édition qu'ils ont eu ce poids aujourd'hui qui constitue un maillon important de l'économie de ces pays. Surtout pour le Brésil, le carnaval apporte énormément. Au-delà du culturel, c'est devenu une industrie, une machine pour l'État. C'est ce que nous ambitionnons pour notre Ouidah, pour notre positionnement, parce que Ouidah, c'est 40 km de l'océan, bordé de 40 km de la lagune. Nous avons une histoire, nous avons une croyance. Nous voudrions bien vendre ce Ouidah. Vous le vendez très bien déjà, votre Ouidah aujourd'hui. Et quand on dit Ouidah, pour les afro-descendants, ça suffit beaucoup. Ils nous ont des fortes délégations arrivent pour dire, nous allons marcher pieds nus dans les rues de Ouidah en mémoire, en souvenir de nos parents qui ont marché pieds nus par ici il y a quelques siècles pour être utilisés comme d'autres hommes sur d'autres siècles. Aujourd'hui, Ouidah veut tendre la main à tous ces gens. Ouidah veut recevoir ses fils qui sont aussi dehors. D'accord. Y a-t-il un lien entre le Centre international d'art et de musique de Ouidah et le Carnaval international? Justement, le Carnaval international de Ouidah a pris ses racines au Centre international d'art et de musique de Ouidah, qui est une institution créée par les Américains pour renforcer l'éducation artistique en milieu scolaire. Donc, il y a beaucoup d'activités artistiques qui vont se passer au Centre international d'art et de musique de Ouidah pendant le carnaval, les masterclass. Il y a des grands musiciens qui arrivent, qui vont travailler avec les enfants du centre, avec les jeunes musiciens de la ville, les masterclass. Il y a beaucoup d'activités et aujourd'hui, le siège du carnaval se trouve au Centre international d'art et de musique de Ouidah où je suis directeur. D'accord. Je crois qu'on en a assez dit. Je vais vous laisser conclure tout simplement. Merci beaucoup. Je voudrais tout droit remercier la population de Ouidah, son maire, ses députés, ses personnalités, ces jeunes qui nous accompagnent au jour le jour, ces jeunes volontaires qui constituent la cellule de communication du projet. 2 ans de travail, ils sont tous volontaires et ils ont une envie de faire plus. Ces femmes qui nous amènent dans les marchés, à aller sensibiliser les autres femmes dans les marchés, nous faisons le tout. L'adhésion populaire de Ouidah autour de ce projet est surprenante. Mais surprenant pour les humains, mais pas pour les invisibles, parce que nous voudrions honorer notre ville et les entités spirituelles. Notre projet, au-delà de son caractère culturel, est un projet hautement spirituel. Et nous pensons que son succès sera le succès de ceux qui voient et de ceux qui voient dans l'ombre. Je voudrais inviter les Ouidaniers à venir soutenir le Carnaval international de Ouidah, et qui parle de Ouidaniers parle de tous les Béninois, parce que les Ouidaniers se sont mélangés dans toutes les communautés de ce pays et de la sous-région. Je voudrais demander au président de la République, cher grand frère,
de soutenir le carnaval international de Ouidah. Ce que nous faisons, ce que nous préparons est une caution pour sa politique de développement touristique pour le Bénin. Les délégations que nous recevons vont faire le carnaval à Ouidah, mais vont visiter tout le Bénin. C'est le tourisme qui prend un coup et nous en sommes convaincus. Je lui demande de nous soutenir. Je demande à son gouvernement de nous apporter leur soutien. Je demande au cadre de Ouidah de se mobiliser parce que c'est de notre Ouidah qu'il s'agit, c'est de notre Bénin qu'il s'agit. Et je remercie tout. Ils vous auront entendu. Comment vous contacter? Je suis au 97 77 70 97. 97 77 70 97. Mon nom c'est Wilfred Rounier, je suis à Ouidah. Merci encore une fois d'être passé par ici. Mesdames, Messieurs, Raoul Roussounou est le suivant. Il est journaliste et analyste politique, décryptage avec lui de l'actualité relayée par les canards toute la semaine. Ce sera l'invité média du jour. Mais avant, place à la revue hebdomadaire. Fini avec les soucis de vol et intrusion intempestifs. Bennett Tracking Security vous offre son système anti-intrusion, extrêmement efficace contre toute intrusion malveillante, muni de détecteurs d'ouverture et de mouvement. Avec notre anti-intrusion, vous êtes relié à notre salle de contrôle unique au Bénin, qui reçoit automatiquement l'alerte et diligente la riposte grâce à notre unité d'intervention rapide et aux forces de sécurité publique. Adoptez notre système de tracking et de géolocalisation qui vous permet de localiser votre véhicule en temps réel au Bénin, comme dans toute la sous-région ouest africaine. Bénin Tracking Security, c'est aussi la vidéosurveillance avec des caméras d'une qualité irréprochable, le contrôle d'accès d'ouverture et de présence très efficace, mais également un système anti-incendie avec des détecteurs de fumée ultra performants. Bénin Tracking Security, nous réinventons la sécurité. Bénin Tracking Security, le pionnier de la sécurité moderne au Bénin. Vous nous avez fait confiance, nous aussi. Vous nous avez adoptés, nous aussi. Merci d'avoir choisi Air Froid. Ainsi, nous avons amélioré pour vous la qualité de nos climatiseurs. Nous avons développé une marque 100% écologique, conçue spécialement pour notre climat tropical, avec une basse consommation d'énergie électrique. Vous êtes en zone de baisse de tension? Adoptez le climatiseur Air Froid Inverteur, spécialement conçu et amélioré pour supporter de fortes baisses de tension. Visitez notre showroom à Cotonou, à 100 mètres de l'église Saint-Jean. Air Froid, des climatiseurs à basse consommation d'énergie électrique. Contact 61 17 63 77. Site web airfroidbenin.com. École de Cotonou et Abomey-Calavi. Prêt à relever le défi santé? Ne cherchez plus. Frucop est de retour pour une 3e édition encore plus délicieuse pour vos enfants. Avec seulement 16 000 francs CFA, votre enfant bénéficiera de notre service premium. Recevons chaque semaine une délicieuse salade de fruits faite avec amour pour éveiller le papy et les faire grandir en pleine santé. Et ce n'est pas tout. Pour la première fois, chaque enfant inscrit au Frucop aura le privilège de bénéficier d'une assurance santé en partenariat avec la mutuelle de santé de Cotonou. Inscrivez-vous dès maintenant au 60 43 43 43. Des soucis avec la revue hebdomadaire, nous vous présentons nos excuses en place. On reçoit tout de suite Raoul Roussounou, il est déjà en plateau. Je rappelle que vous êtes analyste politique et ensemble on fera le décryptage de l'actualité parue dans les canards cette semaine. Raoul Roussounou, bonjour. Bonjour Nagui, bonjour chers téléspectateurs. Alors bienvenue sur le grand format. On va commencer par cette tournée de la Commission électorale nationale autonome qui a fait couler beaucoup d'encre de salive. De quoi s'agit-il précisément?
Je crois qu'il est de la mission de la Sénat de descendre parce que la Sénat implémente une partie de cette réforme du système partisan, c'est-à-dire le financement public aux partis politiques. Donc il est logique que la Sénat aille voir toucher du doigt ces partis, leur présence sur le terrain, leur représentation sur l'échiquier national, et c'est ce qui a été fait pendant cette tournée. D'accord. Alors, quelle peut bien être l'opportunité de cette démarche selon vous? Vous n'êtes pas sans savoir que déjà, nous venons de sortir il y a quelques mois d'élections législatives, et dans 2 ans, je crois, en 2026, il y a des élections générales qui vont s'opérer. Donc, c'était opportun quand même pour voir, parce que la Constitution dit que l'animation de la vie politique appartient aux partis politiques. Donc, c'est quand même opportun de faire cette démarche-là, d'aller voir qu'est-ce qui fait office de parti politique dans notre pays. D'accord. Que va-t-il se passer après? À quoi doit-on s'attendre? Puisqu'il y a un rapport qui est en préparation selon ce qui nous parvient. Déjà, il faut dire aux téléspectateurs que le rapport n'est pas encore disponible. Il se dit que seulement 3 partis sont en règle. Mais pour le moment, officiellement, je crois que la Sénat a eu une activité la semaine qui s'achève là, les journées portes ouvertes de cette institution. C'est dit clairement, le rapport n'est pas encore disponible. Donc, l'information est à prendre avec beaucoup de pincettes. On peut dire, je crois, c'est un peu moins d'une vingtaine de partis régulièrement inscrits. Il y en aura qui ne seront pas en règle, parce que vous n'êtes pas sans savoir, on a des partis qui, malgré la réforme du système partisan, qui existent aujourd'hui de nom. Donc, le constat sera fait sur le terrain. Il y a des partis qu'on ne voit qu'à travers les réseaux sociaux, qui sont friands des déclarations et tout. Le constat sera fait. Il y a des partis qui sont en pleine crise, et tout ça va transparaître dans ce rapport-là. Donc on verra effectivement qu'est-ce qui peut faire office de parti politique dans notre pays. D'accord. De toute façon, on suivra tout ça de près. Et puis, d'une institution à une autre, guéguerre autour du vote en procédure d'urgence du budget de l'Assemblée nationale. Ce serait une première selon ce que l'on dit. Et pourquoi, selon vous, ce choix de l'Assemblée nationale? Je ne sais pas si la procédure d'urgence pour adopter le budget du Parlement est une procédure interdite. Tout ce qui n'est pas interdit par la loi, je crois que est faisable. Sinon, le budget de l'Assemblée est intégré au budget général de l'État. Donc, il fallait avoir ces prévisions du Parlement et l'intégrer au budget général de l'État. Et vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes en octobre. Il faut que le budget soit transmis au Parlement et tout. Et il est arrivé, je ne crois pas que ce soit seulement sous cette législature, l'Assemblée, c'était au forceps, peut-être on ne l'a pas dit, il est arrivé quand même qu'on procède par des cadrages et qu'on leur dise, ok, restez dans tel cadrage et puis envoyez-nous le budget. Il est arrivé sous des gouvernements que ça se passe ainsi. Donc, peut-être comme c'est sous les projecteurs, et la session a été convoquée, une plénière en urgence a été faite et tout, et aujourd'hui il y a quand même un groupe qui fait office d'opposition au Parlement, qui fait tant bien que mal de ressasser un peu ce qui ne va pas. C'est pour ça qu'on apprend. Justement, comment expliquez-vous cette posture? Quand bien même on est député, on est député d'opposition, ce budget c'est celui de l'Assemblée. Alors ça concerne aussi bien la mouvance que l'opposition. C'est le budget de l'institution. Aujourd'hui, c'est 3 composantes à l'Assemblée. Il y a le BR, UP et les démocrates. Et vous n'êtes pas sans savoir, les démocrates se réclament de l'opposition. Et quelles que soient les initiatives, je ne dis pas qu'ils rejettent toutes les initiatives, mais ils doivent quand même toucher, mettre du doigt là où ça ne va pas, là où on estime que ça ne va pas. Donc c'est normal, c'est le budget de l'institution, mais on est ici, on parle des questions de procédure ici.
D'accord. Un mot d'une autre polémique qui est née dans le domaine de l'enseignement, c'est l'introduction supposée des notions d'homosexualité dans le programme scolaire. Le ministre Yves Chabé-Kouaro a réagi et intox selon lui. Ce guide querellé est au programme depuis 2019. Pourquoi une polémique devrait naître maintenant? Je crois que déjà, vous faites bien de dire que un des ministres en charge de l'enseignement, le ministre de l'enseignement secondaire, a balayé du revers de la main cette affirmation. Donc, elle n'est pas vraie. Elle n'est pas vraie. Les questions liées à la reproduction et tout, c'est pas aujourd'hui qu'on l'enseigne dans l'enseignement secondaire. Depuis toujours, on parle de ça. Maintenant, le clivage d'homosexualité, peut-être, je ne suis pas du système éducatif, mais peut-être aujourd'hui, c'est pour coller un peu à l'actualité. Mais j'ose croire qu'on ne peut pas encore tomber dans ces travers et enseigner l'homosexualité, promouvoir ce que notre société voit comme vice. Pour le moment, parce que le code de la famille est clair, le code de la famille du Bénin est très clair là-dessus. Le mariage, c'est un homme et une femme. Donc, on n'a plus besoin de se morfondre avant de dire les choses en la matière. Donc, je n'ose pas croire que le gouvernement puisse intégrer dans les programmes scolaires des cours qui promeuvent en fait l'homosexualité. Et puis, en fin de semaine, Oswald Omeki, qui aura pris tout le monde de court, la nouvelle est tombée vendredi. Il rend le tablier et ne fait donc plus partie de l'équipe gouvernementale. Quelle réflexion cela vous inspire? Pour qui suit l'actualité, je crois que c'est sans surprise. Et ce n'est pas une première démission sous le pouvoir Talon. Candidat Zanaï, alors ministre délégué à la Défense, avait déjà démissionné du gouvernement. Donc, ce n'est pas une première. Je ne veux pas aussi, parce que ce n'est pas une première, je ne veux pas lier aux ambiances de fin de mandat, parce que nous sommes encore à 2 ans de la fin du pouvoir Patrice Talon. Et pour le moment, le ministre n'a pas fait une déclaration officielle, même s'il y a en griffe des fuites de ce qu'il parlerait de liberté, d'option. Justement, j'allais dire, en fait, le fait que Oswald Omeki continue dans le gouvernement, qui trahirait-il en restant au gouvernement? Bon, est-ce qu'il parle de peuple? Et tout le monde sait que le peuple est un concept, pour ceux qui sont en Sciences Po, c'est un concept vide de sens pour que les politiques utilisent. Ben, sinon, si c'est les questions de liberté, Patrice Talon est partant en 2026. S'il est partant et s'il n'est pas candidat, je crois que les ministres devront opérer des choix où il y en a qui sont là, qui ont des ambitions. Donc, je ne crois pas qui puisse empêcher quelqu'un d'exprimer ses choix. Même si c'est un peu malséant qu'en étant au gouvernement et à 2 ans de la fin de ce pouvoir-là, on est en Afrique, on ne logne pas le trône du roi de son vivant. Donc, qu'on commence déjà par parler de succession et tout, je crois que c'est un peu malséant. Je n'ose pas croire officiellement la déclaration qu'on a entendue, cette fuite qu'on a entendue lors de la passation de service, qu'on agite là. Sinon, pour le moment, les questions de liberté, je crois que politiquement, le problème ne se pose pas. Alors, de toute façon, il était une référence en matière de longévité à la tête de ce portefeuille. Il avait quand même une dynamique qui est en cours. Que va-t-il se passer maintenant? Laisse-t-il quelque peu orphelin son équipe? Vous parlez de dynamique en matière de sport ou bien politiquement? Absolument, enfin, à la tête du portefeuille dont il était détenteur. Bon, je crois... Avec la construction des stades, la promotion... Non, mais faisons attention. Il y a le gouvernement Talon évolue sur la base d'un programme d'action. Construction de stades et tout. Je crois que c'est des projets qui sont intégrés au PAG. Aucun ministre ne peut se prévaloir aujourd'hui sous Talon qu'il a fait lui-même telle chose si ce n'est pas sous l'impulsion du chef de l'État. Et quand vous parlez de laisser l'équipe orpheline, Oswald Omeki était au départ ministre de la Culture, du Tourisme.
On lui a pris ce pan du ministère. Ce département continue de vivre. Oswald Omeki n'est plus là. Le département continue de vivre. Je crois nous sommes 13 millions de Béninois. Tout le monde est capable de faire quelque chose. Je crois que le pays va continuer. D'accord. Et vous l'avez dit tout à l'heure, il y a une déclaration qui lui est attribuée au lendemain de sa démission. Quand on analyse cette déclaration, pensez-vous par exemple que Oswald va également rompre les amarres avec la mouvance présidentielle? Non, je ne crois pas. Il n'a pas dit qu'il a quitté. Il est membre du bureau politique de l'Union progressiste, le Renouveau. Qui est un parti qui soutient. Quand il parle par exemple de faire le choix d'avoir la liberté d'expression et de ne pas trahir le peuple, est-ce que ça ne... Je vous ai déjà dit le concept du peuple selon moi. Maintenant, je dis, Oswald Omeki est membre d'un parti qui soutient l'action du chef d'État, même si le parti aujourd'hui, d'aucuns des lieutenants du parti opèrent d'autres choix, mais Oswald est membre de UPR. Oswald n'a jamais dit qu'il ne soutient pas le chef d'État Patrice Talon. Quitter le gouvernement ne veut pas dire rentrer forcément dans l'opposition. Je ne crois pas. Je disais tantôt qu'après le gouvernement, la vie continue. 2026, qui est l'échéance en fonction de laquelle tout le monde fait des calculs. Je crois que 2026, c'est encore dans 2 ans, même si ça ne se prévoit pas maintenant. Il a pris parti, il a pris position de manière claire pour un candidat donné. Sa démission a été la preuve que son candidat sera en liste pour les élections présidentielles en 2026. Bon, ne portons pas des fardeaux à des gens qui mûrissent encore leurs ambitions. Je ne crois pas que ce ministre soit le seul qui ait choisi un candidat ou un autre. Il y en a, je disais, il y en a qui ont des ambitions dans ce gouvernement. Il y en a... D'abord, dans ce gouvernement, le chef a fait en sorte que tous les ministres appartiennent à des partis politiques. Donc, soit vous êtes du BR, soit vous êtes de l'UP. Et quand on dit parti politique, c'est des formations qui aspirent à la conquête du pouvoir. Donc, forcément, soit ils auront des candidats, soit ils seront candidats. Donc, que son choix soit candidat ou pas, et que ce soit ça qui soit à la base de sa démission, je ne crois pas que forcément que ce soit ça. D'accord, ce sera tout pour cet entretien. Merci Raoul Rossono d'avoir été là. Et c'est la fin également du grand format. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Portez-vous bien, passez un agréable dimanche et portez-vous bien. Le mois du consommant local est de retour pour sa 4e édition. Le ministère de l'Industrie et du Commerce vous invite du 1er au 31 octobre